Bonjour à tous, vous écoutez une nouvelle émission de Tout et de Rien, une émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que c'est la suite de l'épisode que vous avez écouté il y a 2 semaines avec Tiffany et Benjamin. Comment vous allez tous les deux? Bonjour, ça va, ça va. Des voix un petit peu moins enjouées que la dernière fois, Ouais, je c'est clair pense. qu'on Pas a les tous mêmes conditions, éclaté, je pense. c'est clair. Et toi, Ben, éclaté aussi du coup un peu? J'ai ouais, dormi de manière un peu sporadique, mais Ouais. ça va. Bon bah écoute, on va faire de notre mieux pour essayer de vous créer un bon épisode bien chaud bouillant, chers auditeurs, ou alors ce sera un truc un peu plus calme, un peu plus smooth. Et du coup, ce que je propose, c'est de donner directement la parole à Tiffany, qui va nous parler toujours eh bien du temple du peuple, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, on s'était arrêté au moment où notre cher Jim Jones arrivait à Johnstown, la ville qu'il avait lui-même créée, en Guyana. Et on s'était arrêté un petit peu là. Ouais. On va un petit peu reprendre le cours de notre histoire. On va arriver vers la fin. Ça va être un peu violent à des moments. Donc, si vous êtes un peu sensible, peut-être passer certains moments, mais je préviendrai de toute manière quand ça Ok. deviendra un peu chaud. Âme Voilà, sensible s'abstenir, quoi, un peu. exactement. Parce que là, on arrive vraiment dans ce qu'a rendu cette secte, l'une des sectes les plus célèbres au monde, voire la plus célèbre au monde, en tout cas aux États-Unis. Harm this church, I would kill the president or stake my life upon this church or to protect the pastor. My name is John Harris, and I'm a violent revolutionary, and I kill 3 children. On est en 1977 et une immigration massive des fidèles à Johnson va complètement détruire l'harmonie qu'il y avait dans la ville. Je rappelle en effet, là on était sur une 50aine de personnes, les gens mangeaient bien, vivaient bien, travaillaient beaucoup, mais ça se passait plutôt bien. Et là on va arriver d'une 50aine de personnes à presque 1200 en quelques mois. Donc la nourriture manque, les personnes vont travailler sans avoir mangé, parfois on manque d'eau, de soins, de repos. Par contre, ne pensez pas que Johnston, évidemment, manque de moyens financiers. Au contraire, ce sont des millions qui sont déplacés sur des paradis fiscaux pendant que des centaines de personnes travaillent dans une pauvreté de plus en plus extrême. Évidemment, quand vous ne pouvez pas travailler, il y a châtiment. Quand un enfant, par exemple, ne peut plus travailler, on le met dans un puits plusieurs jours. Jones drogue aussi ses adeptes et évidemment va commencer à payer des gardes pour que les personnes ne puissent pas s'enfuir. Maintenant, il se fait appeler papa par tous ses fidèles. Alors là, on va vraiment rentrer dans tout ce qui est un peu étrange avec cette secte, c'est à quel point les gens ont été forcés. Il y a des gardes, ils sont maltraités, évidemment, et en même temps, leur part aussi de volonté propre, où elle commence, où elle s'arrête. Ça, c'est une réponse, je pense qu'on n'aura jamais. On va mieux en parler par la suite, mais voilà, on voit que il y a quand même des gens qui veulent s'enfuir, qui essayent, qui ne peuvent pas. Donc, on pourrait penser qu'à partir de ce moment-là, le groupe va commencer un petit peu se casser la gueule, en gros, mais ça va pas être le cas, pas du tout. Et donc après son arrivée en 1977, Jones fait diffuser à longueur de journée ses discours portant désormais uniquement sur le communisme, la persécution du temple du peuple, ainsi que la perspective d'une apocalypse nucléaire imminente sur des haut-parleurs situés de façon à ce qu'il soit impossible de ne pas les entendre dans Johnstown. Lorsque les haut-parleurs sont éteints, il prononce ses serments en personne, rassemblant toutes les personnes dans le pavillon central de la ville. I make my stand clear. Give us our liberty, or give us our death. At least on those terms we choose our death, and no one chooses it for us. Don't try to take any of our children. En 1978, des membres du gouvernement de plus en plus suspicieux se rendent à Johnstown pour rencontrer la secte et demander aux membres si tout va bien. Évidemment, aucun d'entre eux ne dira le contraire. Alors ça, moi, c'est ce qui est le plus... on en reparlera aussi après. Mais c'est ce qui est quand même le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui y sont allés et ils ont demandé à ces personnes, est-ce que ça va ? On leur a dit oui, ils sont repartis. Je crois qu'il y avait un truc qu'ils n'avaient pas compris, quand même, dans tout ce qui est de secte. Alors après, on est dans les années 70, j'en sais rien, peut-être qu'on était moins habitués à ce genre de choses, je sais pas. Mais
En tout cas, c'est des gens qui ont vachement été abandonnés quand même par le gouvernement et par le peu de personnes qui sont intéressées. Il y a déjà des procès contre Jim Jones aux États-Unis, dont j'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est une figure publique, Jones, qui marche encore un petit peu, hein, même si on a vu qu'il a été un petit peu dépossédé de son côté chrétien, enfin catholique, parce que l'Église voulait plus s'accorder avec lui. Mais bon, on le diabolise pas bien, on le laisse faire. Vraiment, c'est ça, on va le laisser faire tout le long. Les membres du temple envoient régulièrement des lettres à leurs anciens proches qui ne font pas partie de la secte. Ces lettres quémandent évidemment toujours de l'argent et sont quasi identiques d'une personne à l'autre. Toutes font l'éloge de Jones, aucune ne mentionne les conditions de vie au campement, que ce soit de façon positive ou négative. Les membres reçoivent tous de l'argent du gouvernement, c'est des genres d'APL, si vous voulez, une bourse quoi, pour des personnes en difficulté financière, que Jones garde. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Je ne pense pas. C'est aussi comme... Voilà, plus maintenant. Voilà. C'est comme ça qu'il va bâtir la fortune qui va être assez énorme à la fin de tout ça, en profitant des aides de ces 1200 membres et dont je vous avais déjà un petit peu parlé aussi, ces maisons de retraite où les pensionnaires payent $36,000 par mois et dont aucun de ces sous ne sera réinjecté dans la maison de retraite, sera complètement gardé pour Jones. Hello, family. It's such a joy and great pleasure being here because of Father's love. We are trying to make, and we are making a place of refuge for all of you here. There's nothing at all that I have any holdings there. I do not want to go back in any way, shape, or form to the States. I love it here, and this is the place where all of you are going to be. I've never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. You could sit here and talk all day long and no words could describe the peace, the beauty, the sense of accomplishment and responsibility and camaraderie that's here. En août 1977, Jones, drogué, paranoïaque et, j'imagine, dans la volonté toujours plus forte de contrôler les ailes, tire des coups de feu dans la jungle. Il rentre au camp et annonce que des snipers de la CIA ont tenté de l'assassiner. Il leur dit qu'il va falloir lutter car ils sont partout dans la jungle. Commence alors un siège de 6 jours où ces adeptes ne dormiront quasi pas dans la peur totale que la CIA les arrête. Évidemment, c'est totalement faux. Là, ça va être vraiment le début de la fin. Jones il va utiliser la CIA, cette espèce de fantôme de la CIA, pour manipuler totalement ces adeptes, encore plus qu'il ne le faisait déjà. Et là, on va commencer à rentrer dans quelque chose où ces adeptes ne dorment plus correctement, où il va les réveiller chaque nuit pour leur dire que la CIA est derrière eux et que eux, en tant que révolutionnaires, ils devront faire un acte de bravoure pour que la CIA ne les arrête pas. Donc jusqu'en 1978, il rassemble ses fidèles en pleine nuit et leur annonce que l'apocalypse nucléaire est bientôt là et qu'ils ne doivent en plus de ça pas se faire attraper par le gouvernement, comme je disais. Donc en tant que grands révolutionnaires, ils devront se suicider plutôt que d'abandonner aux mains des ennemis leurs pensées socialistes. Il parle pas de suicide, lui, dans ses discours qu'on peut entendre sur YouTube. Là, de toute façon, vous allez les entendre au fur et à mesure, je vous ai mis des parties. Il parle d'actes révolutionnaires. Et de toute manière, on reviendra ensemble sur le terme de suicide collectif, parce que c'est dont on va parler, de suicide collectif, que je trouve qu'il est un petit peu alambiqué, qui marche pas très bien là-dedans, mais on verra ça après. Les violences contre les membres sont de plus en plus présentes, certains meurent de mort naturelle, mais d'autres sont enfermés, comme je disais, drogués, et car ils ne sont pas fidèles, et quand je dis enfermés, c'est toute la journée, voire pendant des semaines. Jones demande aux gens leur plus grande peur et les enferme dans des pièces, donc il va encore une fois les droguer, et il va leur faire vivre leur pire cauchemar. Moi par exemple, j'ai peur de l'orage, il va me donner du LSD, des amphétamines, il va me foutre dans une pièce, il va me faire des bruits d'orage pendant des heures et des heures. Sympa. Bonne ambiance. Voilà. Il va faire ça avec les enfants, avec tout le monde. Il y a pas de toute manière, il faut aussi se rendre compte à quel point la drogue est extrêmement présente, que ce soit dans la vie de Jones ou dans la vie de ses adeptes. Ses adeptes sont drogués quasi quotidiennement, au repas. Surtout ceux qui veulent partir, ils sont drogués avec des croque-monsieur. Quand ils bouffaient des croque-monsieur, ils savaient qu'il y avait de la drogue dedans. C'était un peu une punition, si tu veux. Et ils étaient drogués le midi, le soir, ils étaient drogués la nuit, ils étaient drogués continuellement, les enfants aussi. Et dans le même temps, en Amérique du Nord, Joseph Freitas, procureur de San Francisco, lance une enquête de 6 semaines le 18 juillet 1977 et emploie 5 enquêteurs de la police de San Francisco.
Les enquêteurs ont plus de 70 entretiens avec des témoins et anciens membres du Temple du Peuple, mais aucune nouvelle information que ce qui est déjà été publié dans la presse. Donc, ils ont quand même interrogé 70 personnes, ils n'ont rien appris de plus, qui ont été en plus anciens membres du Temple, et apparemment, ils n'ont rien appris de plus. Et ils se sont pas dit, peut-être qu'il se passe quelque chose de grave. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas, surtout qu'ils se rendent compte dans le même temps que les peu de personnes qui ont essayé de se retourner contre le Temple disparaissent mystérieusement du jour au lendemain. Il y a une histoire d'un jeune qui est ancien membre du Temple qui va pour témoigner dans un tribunal contre Jim Jones et qui est retrouvé, mais alors c'est vraiment mort naturelle avec 3 couteaux dans le dos sur une voie ferrée. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, il est retrouvé, on ne sait pas comment il est mort et pas plus quoi. C'est-à-dire que on se doute bien quand même que, je sais pas, moi je suis pas Sherlock Holmes, mais je vois un lien quand même. Et bon, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, vraiment pas grand-chose. Mais quand même, après ces 70 entretiens, on décide, et là ça va être vraiment le début de toutes les aventures, toutes les péripéties qui vont arriver, on va créer une équipe d'une vingtaine de journalistes, d'enquêteurs et de politiciens, donc qui sont envoyés à la mort, comme je disais, suspects de témoins dans l'affaire de la secte du Temple du Peuple. Donc quand ils ont retrouvé cette personne morte, ils ont dit bon, quand même, on va vérifier. Et ils sont pas partis, ils ont dit on va vérifier, parce que c'est peut-être pas eux. Cependant, ah oui, évidemment, la secte a été prévenue par l'instigateur du groupe lui-même qu'ils allaient passer. Donc la secte savait qu'une vingtaine de personnes allaient les interroger. Il y a énormément d'histoires à raconter sur ces familles, ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour faire entendre leur voix, mais qui n'a malheureusement que très peu été écoutés. Si cette fois-là on a envoyé des personnes, c'est seulement qu'un ami d'un politicien avait perdu son fils après que celui-ci ait témoigné contre la secte. Effectivement, le jeune homme dont je parlais sur la voie ferrée, c'était le fils d'un politicien. Donc c'est la seule raison pour laquelle ils se sont dit bon, on va quand même faire une équipe d'une vingtaine de personnes pour vérifier. À la base, ils voulaient même pas y aller. Quand ils arrivent sur place, ils n'arrivent pas à rentrer à Johnstown, mais avec l'appui du gouvernement, les personnes présentes arrivent à faire pression et quand ils arrivent enfin à entrer dans la ville, tout le monde est tout sourire, bien évidemment. A few conversations I've had with some of the folks here already this evening that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. Et encore une fois, les personnes présentes tombent dans le panneau. Ils ne voient rien de suspect, malheureusement pour tous les membres de la secte. On demandera plus tard pourquoi. Et malheureusement pour eux aussi. À la fin de la journée, cependant, Leo Ryan, donc, qui est le politicien qui était avec le groupe, qui était un député, les journalistes, les avocats et 16 adeptes qui souhaitent retourner aux États-Unis quittent Johnstown pour rejoindre l'aéroport de Port Ketuma. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Ça se prononce sûrement pas comme ça, je le prononce à la française. Larry Layton, un fidèle, dit lui aussi vouloir quitter le camp et accompagne le convoi. En tout, on compte 33 personnes à l'aéroport. Après s'être rendu compte qu'il ne pourrait pas faire écraser les 2 avions, car il est seul, Larry Layton sort une arme à feu dissimulée et tire dans l'avion déjà à moitié plein. Tandis qu'une demi-douzaine de gardes Johnson arrivés à bord d'un tracteur sortent des armes à feu et tuent Ryan, un déserteur et 3 journalistes. Un des avions touchés par les tirs ne peut plus voler, son moteur est détruit et les pneus crevés. Le deuxième part à vide, laissant les survivants, y compris les blessés graves, dans la jungle. Là, ils viennent de tuer une dizaine de personnes, donc Larry Layton, est un membre évidemment qui était infiltré dans le groupe de personnes qui voulaient revenir aux États-Unis. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en plus ce groupe-là d'une vingtaine de personnes n'allait pas rentrer aux États-Unis, ils rentraient plutôt rassurés. Il y a des images vidéo qui filment les adeptes. Eux-mêmes disent, moi je trouve que ils sont plutôt rassurés en se disant bon, ce Leo Ryan là, ce député repartait en se disant que finalement il n'y avait rien de grave qui se passait là-bas. Mais évidemment, on pense que Jim Jones a dit à ce Larry, écoute, tu vas aller là-bas et tu les tues parce qu'ils font partie de la CIA et parce qu'ils vont nous amener l'armée. Donc lui, il les a suivis, il a sorti son arme, il a tué bon nombre de personnes. À la base, il voulait quand même faire écraser l'avion dans lequel il serait, avec tous les passagers, donc ce groupe d'une vingtaine de personnes. Il n'a pas pu parce qu'il y avait 2 avions. Du coup, là, on voit vraiment que les membres du temple se transforment en terroristes, c'est-à-dire pour faire leurs idées en kamikaze, en fait, parce que là, le gars allait faire un suicide, en tout cas terroriste, où il allait tuer bon nombre de personnes en faisant écraser l'avion. Donc là, vraiment, ce jour-là, on passe sur quelque chose de complètement autre, sauf que
Les États-Unis vont pas être au courant de ça tout de suite, évidemment. Donc c'est au total 4 membres du groupe qui meurent et 12 qui sont blessés. Larry Layton est arrêté par quelques Guyanais présents à l'aérodrome, mais les secours ne pouvant pas atterrir de nuit, ils arriveront justement seulement le lendemain matin. Et on assiste ce jour-là au début de la fin, le culte n'est définitivement plus des adeptes un peu perchés, mais bien des criminels. Ouais. A handful of our people, with their lives, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Not only we're in a compound situation, not only are there those who have left and committed the betrayal of the century. Some have stolen children from others and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we are sitting here waiting on a powder keg. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man takes my life from me, I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either. Even if we were Judeo-Christian, if we weren't communists, the world, the kingdom suffereth violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace. We've been so betrayed. We have been so terribly betrayed. But we tried, and as Jack Beam often said, I don't know where he's at right this moment. Where's Jack? He said, if this only worked one day, it was worthwhile. What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. I'm telling you just as plain as I know how to tell you, I've never lied to you. I never have lied to you. I know that's what's going to happen. That's what he intends to do. And he will do it. He'll do it. Fortunately, being so bewildered with many pressures on my brain, seeing all these people behave so treasonous, it was just too much for me to put together. Et là, on arrive sur le lendemain, sur le jour juste après, qui est le 18 novembre 1978, qui est le dernier jour, en tout cas, de plus ou moins l'histoire du temple du peuple. Les fidèles vivant à Georgetown reçoivent l'ordre de venger le temple. L'information de la fusillade de la veille ne s'est pas encore répandue. À Johnstown, le pasteur a compris qu'il n'échappera pas à une enquête approfondie sur le meurtre de Leo Ryan. Parce que sur les 4 personnes qu'ils ont tuées, ils viennent quand même de tuer un député. Quand Jim Jones entend que Larry a tué un député, il se dit « c'est foutu, là il y a plus rien à faire ». Il craint que les déserteurs ne racontent les conditions de vie du camp aux autorités américaines, détruisant alors sa défense. Là, il y a tout contre lui. Ils viennent de tuer littéralement 4 personnes, ils viennent d'en blesser 12 qui vont peut-être même mourir dans la nuit parce qu'il n'y a pas de secours. Au camp, les gens sont drogués, battus moralement, physiquement, il le sait très bien. Là, il se dit je suis complètement acculé, je ne peux plus rien faire en fait. Il lance alors le plan du suicide collectif, dit suicide révolutionnaire, répété maintes fois à Johnstown. Les infirmières du temple préparent alors un mélange de cyanure de potassium et de limonade. Quand je disais qu'ils réveillaient les gens la nuit avec des sermons, c'était pas juste des sermons sur le suicide révolutionnaire, comme ils l'appelaient, sur l'acte révolutionnaire, c'était aussi des entraînements. Donc ils les entraînaient chaque nuit à la possibilité d'un suicide collectif. Ce jour-là, c'est la bonne, on n'est plus sur un essai. Et les parents, alors là je vais entrer dans des choses qui sont un peu dures, voilà. Donc je suis obligée d'en parler parce que c'est comme ça s'est passé, mais j'essaierai de résumer un petit peu à la fin si vous voulez passer
petit peu quelques moments. Faudrait que Marc me donne des timecodes. Je vais mettre un timecode. Il y aura un warning un truc comme ça. Ouais. Alors, pour tous ceux qui seraient un petit peu sensibles, je vous donne le timecode tout de suite. C'est 32 minutes 26 secondes. Là, du coup, on rentre un peu dans le gras. Donc, les parents sont d'abord forcés à empoisonner leur enfant. Ils ne sont pas forcément aussi loyaux que les adultes. Et Jones estime qu'il peut à la fois tester la détermination des adultes et obtenir l'obéissance des enfants de cette façon. Sa réflexion principale est qu'un adulte ayant tué son enfant perd sa raison de vivre, ce qui le rend à son tour docile. C'est ensuite au tour des mères d'ingérer le poison. Moi, ce que je trouve qui était assez terrifiant en fait dans la réflexion de Jones, c'est qu'il cherche la docilité jusqu'à la toute fin et voire jusqu'après la mort, parce qu'il cherche la docilité de gens qui vont se suicider pour lui. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a le besoin, la psychologie de comptoir, mais le besoin et la volonté de sentir qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur des vies de centaines d'individus en fait. Donc c'est assez terrifiant en fait de se rendre compte jusqu'où il est arrivé quoi. Évidemment, des gens vont se mettre à protester, une femme d'abord, qui va parler longuement au groupe, leur disant d'épargner au moins leur enfant juste avant que ces derniers ne boivent la limonade, hurlant à la survie du groupe, mais les fidèles eux-mêmes en majorité scandent non à répétition. Elle finira par céder et laisser mourir ses propres enfants. Jones se rebelle contre son mari, s'exclamant entre autres « Tu ne peux pas faire ça devant tous les membres du temple du peuple ». Lane et Gary, alors des grands courageux, les avocats du temple négocient leur survie auprès de gardes armés en expliquant qu'il faut des orateurs pour raconter la vraie histoire du temple, du peuple et le réhabiliter auprès du public après le suicide. Donc, malin. Eux, ils vont pouvoir s'en sortir. Ah oui, très malin. Pour rien qu'ils sont avocats, les salauds. Bah, c'est Et en clair. gros, ils arrivent, eux, à s'en sortir. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Là, je viens dans les détails encore un peu plus sordides. J'en suis désolée. Déjà, même si les gens ont été extrêmement embrigadés moralement et physiquement, cela paraît fou qu'ils soient arrivés à ce point de résilience, à ce degré de docilité. Et il y a plusieurs facteurs expliquant cela, autres que la docilité et l'embrigadement moral. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces gens, on les réveillait tous les nuits pour simuler l'acte de suicide collectif. On pense que la grande majorité des fidèles n'ont pas immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simulation. On pense que au tout début, peut-être dans la première heure, du fait d'ingérer la limonade aux enfants en premier, ils se sont dit « Non, mais c'est une répétition. On n'est pas en train de faire le vrai, donc tout va bien. » Comment ils s'en sont rendus compte que ce n'était pas une simulation? C'est quand, évidemment, les enfants et les personnes âgées, parce que c'est eux aussi qui ont été empoisonnés en premier, ont commencé à littéralement agoniser. La mort par poison est extrêmement violente. Tu souffres beaucoup. Sur les audios, parce que je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure du dernier audio qui a été fait du dernier serment de Jim Jones, on entend des pleurs d'agonie derrière. Donc c'est quand ils ont commencé à voir les personnes en souffrance qu'ils se sont dit ok, en fait là c'est pas une simulation. Voilà. Il est également possible que les membres du temple du peuple aient été légèrement drogués pendant le repas quelques heures plus tôt. Comme je vous avais parlé des croque-monsieur, avant, ils ont mangé tous des croque-monsieur le midi. Et ils savaient ce que ça voulait dire. Croque-monsieur était égal calmant, était égal amphétamine. Comme je vous dis, la panique commence à se généraliser seulement une fois que les enfants commencent à pleurer et à crier sous l'effet du poison. Un témoin indique avoir vu des personnes traînées de force jusqu'aux cuves et des enfants forcés à boire à nouveau la potion qu'ils ont recrachée. Cependant, les rares autopsies conduites ne montrent pas de signes de lutte, mais un nombre non négligeable de victimes, surtout adultes, ont subi une injection dans le dos, probablement en tentant de fuir. On retrouve aussi des coupures sur les omoplates d'un certain nombre de cadavres qui pourraient indiquer une contrainte physique lors de l'événement. Ils ont été attachés.
Parce qu'une fois que les enfants ont commencé à agoniser, les personnes âgées, les femmes, parce que les mères ont dû avaler le poison après les enfants, sont été les hommes en dernier qui ont dû ingérer le poison, et certains nombres d'entre eux ont voulu évidemment, et à raison, s'enfuir. La police guyanaise estime que la majorité des fidèles a reçu une injection et a été forcée à boire. Cependant, certains témoignages de survivants parlent d'un moment de calme absolu où personne ne crie, même en regardant son propre enfant mourir. Tout le monde est en file indienne à attendre sa dose de poison. Alors, ce qui est compliqué c'est parce que ça s'est passé en soirée. Le fait d'ingérer le poison a commencé en soirée. En fait, c'est qu'on a plusieurs témoignages contradictoires. Mais les seuls témoignages qu'on a de personnes qui étaient, en fait, ce sont des personnes qui étaient adeptes du culte et qui, du coup, ont peut-être une manière de voir les choses qui est complètement pour le culte. C'est-à-dire, oui, non, tout le monde était dans le calme absolu, tout le monde était heureux de faire ça, voilà. Alors que dans les faits, effectivement, le peu d'autopsies qui ont été réalisées montrent que la plupart des personnes ont quand même été forcées. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est un suicide collectif, on ne sait pas vraiment si c'est un meurtre de masse. Mother, 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 please. Mother, please, don't do this, don't do this. Put down your life with your child, but don't do this. Hurry, my children, hurry. All I say does not fall in the hands of the enemy. Hurry, my children. Hurry. Die with respect, die with a degree of dignity. There's nothing to death, it's just stepping over into another plane. Don't be this way. Quickly. Moi, j'ai vraiment un gros souci avec le terme de suicide collectif parce qu'il a été très très violent pour les victimes par la suite. Il a été très violent, pourquoi ? Parce que déjà, pour moi, un suicide, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est dû à une dépression, une maladie mentale d'une personne. On ne peut pas dire que plus de 900 personnes aient été dans des conditions morales et mentales assez mauvaises pour vouloir se suicider par eux-mêmes. Moi, j'y crois pas un seul instant. Pour moi, c'est pas un suicide collectif. Je pense que le terme est extrêmement inapproprié pour les victimes, mais c'est plutôt un meurtre de masse commis par Jim Jones. Et il y a eu des gens qui ont été forcés, mais même ceux qui n'ont pas été forcés physiquement, ils l'ont été moralement. Complètement. On les a dépersonnalisés, ces gens. Ils n'existaient plus, même physiquement. Il les a complètement. Il les a vidés, quoi, de tout. All I like to say is that my so-called parents was filled with so much hate. And treachery. I think you people out here should think about how your relatives was and be glad about that the children are being laid to rest. And all I like to say is I thank Dad for making me strong to stand with it all and make me ready for it. Thank you. J'ai un peu du mal avec le terme suicide collectif. Donc je voulais en reparler aussi parce que je trouve que c'est assez violent. Et ça a été très 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 mauvais pour la médiatisation des victimes par la suite. Vraiment. Donc là, il se passe ce qui est en train de se passer donc à Johnstown, mais à Georgetown, je vous en rappelais, c'est là-bas qu'il y avait aussi des adeptes en Amérique du Nord. Sharon Amos, qui a entendu les ordres de Jones, appelle la branche du Temple du Peuple à San Francisco, qui rassemble encore quelques dizaines de fidèles malgré la perte de popularité du Temple aux États-Unis, pour lui ordonner le suicide collectif. L'antenne américaine, ayant l'habitude de recevoir ce genre de messages, décide d'attendre pour s'assurer qu'il s'agit bien des ordres définitifs. À Georgetown, Amos égorge ses 3 enfants avant de se suicider. 2 des 3 fils de Jones dans l'équipe de basketball à Georgetown, Tim et Jimmy Jones, tentent de se rendre à Johnstown pour interrompre les suicides sans y parvenir. Stephen Jones, le 3e fils présent, appelle le bureau de San Francisco toutes les demi-heures pendant la nuit pour leur dire de ne pas suivre les consignes reçues. Il y aura donc 4 morts aux États-Unis. Ce seront les seuls morts faisant partie du suicide collectif, entre guillemets, aux États-Unis. Ce seront celui de Amos et de ses 3 enfants. We laid it down, we got tired. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Cette soirée du 18 novembre en 1978, c'est plus de 900 personnes qui sont décédées, dont 300 enfants. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, c'est après le 11 septembre, le plus gros taux de mortalité sur un seul événement hors guerre. Avec ça, il y a le 11 septembre, c'est tout.
Il y a rien qui a été aussi violent. Évidemment, Jim Jones s'est retrouvé mort d'une balle en la tête. La dernière personne morte pendant la nuit est probablement l'infirmière Annie Moore, tuée par balle, après avoir écrit une lettre qui se termine par « We died because you would not let us live in peace ». Nous sommes morts parce que vous ne nous avez pas laissé vivre en paix. Cette personne est complètement endoctrinée, elle fait sûrement référence à la CIA. Une vingtaine de survivants sont retrouvés et s'ajoutent à quelques dizaines de personnes à Georgetown, soit un total de 87 personnes, en dehors de Sharon Amos, comme je vous en ai parlé. Personne n'a obtempéré aux ordres de suicide de Jones en dehors de Johnstown. Plusieurs membres du service de sécurité armé de Jones ont survécu. Les membres, les gardes armés, eux, ils ont survécu. Ils ont reçu l'ordre de forcer les autres à boire le poison, mais une fois que tout le monde était mort, eh bien, ils ont disparu, évidemment. Les survivants incluent aussi 2 cas fortuits. Le premier est celui d'un homme sourd, Groover Davis, qui ne comprend ce qui se passe qu'en voyant les enfants empoisonnés et se cache dans un puits jusqu'au lendemain matin. Et une vieille femme, Yacine Trash, qui se rebelle contre Jim Jones et refuse d'aller à l'appel, retenant se coucher en pensant ne rater qu'une énième simulation. Elle se réveille quand un garde armé hurle à une autre femme de sortir de son dortoir pour boire le breuvage et se cache sous son lit. Bon, là, nous, on les entend pas, 1 ou 3, mais tout au long, je vais vous mettre des extraits, et les derniers extraits que vous allez entendre sont des extraits de la dernière cassette qu'a fait enregistrer Jones, qui s'appelle Q875, qui a été nommée comme ça par le FBI. Vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi. Vous allez écouter ça avant d'aller dormir. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Une théorie veut que Jim Jones ait voulu échapper à la mort. Il a prévu d'être l'un des derniers survivants de tous les habitants de Johnstown, et les gardes armés survivants devaient l'amener à l'aéroport de Port Ketchum et l'évacuer. Aucun élément concret ne corrobore ni n'infirme cette théorie. Jones est finalement tué d'une balle dans la tempe. L'arme à feu se trouve à plusieurs mètres de lui, et on ne sait pas qui a tiré. A priori, ce serait pas lui. We used to sing this world's not our home. Well, it sure isn't. As we were saying, it sure wasn't. He doesn't want to tell him. All he's doing, if they will tell him, assure these children. Some people assure these children of the relaxation of stepping over to the next plane. We've set an example for others. We've set 1,000 people who say we don't like the way the world is. C'est assez flou sur ce qui s'est passé là-bas. On va comprendre pourquoi après, parce que là, je vais expliquer un petit peu l'après, comment ils ont découvert les corps, un petit peu les enquêtes qui ont été menées. Je passe ça en revue rapidement, parce que c'est évidemment plus long que ça. Un homme du camp, Odell Rhodes, parvient à s'échapper pendant l'empoisonnement et il arrive à Port Ketchum à minuit. Il téléphone alors à la police de Georgetown qui communique les morts aux autorités nationales. Elle-même en informe l'ambassade américaine. À 3h29, le 19 novembre 1978, la Maison-Blanche reçoit un télégramme. CIA Nowon reports smart suicides in Johnstown. La section Nowon de la CIA rapporte un suicide de masse à Johnstown. Dans le même temps, parce que alors là c'est un peu un bordel, les militaires guyanais, eux que je rappelle qui ont arrêté donc le tireur qui avait tué les personnes à l'aéroport se disent qu'ils n'ont pas l'info du suicide de masse. Donc pour eux, la secte est en train de se transformer en guérilla. Donc ils font un groupe de 120 militaires et ils arrivent le lendemain à Johnstown. Ils se préparent donc à combattre les habitants par rapport à la fusillade, donc, comme je disais. Évidemment, c'est l'un des premiers à se rendre compte de l'horreur qu'ils vont trouver. Ils trouvent littéralement un sol jonché de cadavres et de gobelets en plastique. Donc Larry Layton, le terroriste entre guillemets, est arrêté à l'aérodrome. Michel et Tim Carter ainsi que Mac Prox sont emprisonnés avant d'arriver à l'ambassade soviétique vers laquelle ils se dirigent avec les économies du temple. Tout ce dont je viens de parler, c'est les avocats dont j'ai parlé tout à l'heure qui se sont enfuis en disant aux gardes qu'il ne fallait pas qu'ils meurent parce qu'ils allaient raconter l'histoire du temple. Voilà, ils ont été arrêtés. Seulement 7 cadavres seront autopsiés sur 909 cadavres. Donc la famille Jones et 2 cadavres au hasard. La plupart du temps, les familles ne demandent pas le rapatriement des corps, car c'est très coûteux, et que les membres du culte ont coupé les liens il y a bien longtemps avec leur famille. L'autopsie n'est pas obligatoire aux États-Unis, et même si des médecins légistes se portent volontaires pour travailler bénévolement, le gouvernement américain ne répondra jamais à ces demandes. Tous les cadavres ont été embaumés, pour le peu qui ont été transportés, ce qui rend leur autopsie aussi impossible.
L'absence d'autopsie a été très décriée. 2 raisons sont mentionnées par les médecins légistes, et du coup je vais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi? Il y a quand même 909 personnes mortes, Ouais. 7 autopsies. Ouais. Pourquoi, à votre avis? Les réponses, c'est très américain. Ah, c'était un manque de budget. Ouais, peut-être une histoire de budget, ouais. Non, parce que les médecins légistes, ils ont proposé gratuitement d'y aller, bénévolement. C'est en rapport à ce que je vous ai dit sur le terme de suicide et sur les gens qui avaient Ah, la c'est religieux. Tu vas pas le suicide, c'est péché, donc du coup. Il y a un peu de ça, effectivement. Il y a un peu de ça, le côté, en fait, en gros, la presse américaine et le gouvernement américain, et je pense qu'effectivement, il y a un grand penchant religieux derrière, c'est, en gros, ils l'ont voulu. Mais ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Ouais. C'est ce qu'ils disaient dans la presse, hein. Ces D'accord. gens-là ont eu ce qu'ils cherchaient. Donc, pourquoi? Bien fait. Voilà. Pourquoi on va aller se casser le dos à les autopsier? De toute manière, ils se sont suicidés. Non. Je trouve ça me rend ouf, je comprends pas. Et la première raison, c'est que, comme je l'ai expliqué au tout début, la secte du Temple du Peuple est socialiste à la base, et il y a une grande communauté noire à l'intérieur. Effectivement, dans ces années-là, aux États-Unis, on n'allait pas s'emmerder pour quelques personnes qui ont décidé de se suicider, et en plus qui étaient majoritairement noires. Voilà. En très gros, ça a été ce que les médecins légistes, ils se sont complètement, eux, enflammés là-dessus. Il y en a beaucoup qui se sont levés en disant qu'ils pensaient que c'était les 2 principales raisons et que c'était complètement aberrant. Et ça l'est, parce qu'on ne peut pas autopsier cette personne sur 900 personnes qui sont décédées. C'est juste, moi je trouve ça affreux. Les adeptes, on les a même pas posés en tant que victimes. Ils n'ont pas été considérés comme victimes avant très longtemps. Alors que c'est des gens, comme je vous en ai parlé, qui ont été séquestrés, qui ont été drogués, qui ont été littéralement... En plus, Jim Jones, il avait des accusations de violences sexuelles, donc ça ne me choquerait pas qu'il y ait ça aussi dans l'eau, qui ont été détruits physiquement, mentalement, et on ne les considère pas comme des victimes, parce qu'ils se sont, entre guillemets, suicidés. Pour moi, ces gens-là ne se sont pas suicidés. Et si par cette petite vidéo qui a peut-être genre 20 personnes qui vont écouter, je veux rendre hommage à ces victimes, parce que je trouve que c'est extrêmement, extrêmement triste et extrêmement violent pour toutes les familles aussi qui ont dû vivre ça. Vraiment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et tout d'abord, ce chiffre qui nous parvient à l'instant, un chiffre vraiment démentiel, 775 morts à l'issue du suicide collectif, je voudrais dire de la tuerie des adeptes de la secte du Temple du Peuple en Guyana. 775 morts qui, sur l'injonction d'un fanatique, Jim Jones, se sont donc suicidés. Cela veut dire qu'il n'y a pratiquement aucun survivant. C'est le département d'État américain officiellement qui a révélé ce soir que sur les 1200 membres de la secte du Temple du Peuple, 775 cadavres avaient été formellement identifiés. En fait, le bilan pourrait encore s'alourdir car les patrouilles qui quadrillent la forêt vierge autour de Jonestown ne cessent de découvrir de nouveaux morts. Les militaires américains qui rapatrient les corps des victimes ont formellement identifié ce soir la dépouille de Jim Jones, le fondateur de la secte, celui qui a ordonné ce suicide collectif dont l'horreur ne cesse de croître. Donc là, je vais finir un petit peu sur la prospérité, entre guillemets, du Temple du Peuple. Donc en décembre 1978, le Temple du Peuple perd son statut d'organisation religieuse et caritative. Le grand public découvre alors les comptes de la secte et ses millions de dollars stockés dans des comptes en banque du monde entier, en particulier au Guyana et au Panama. La vente des biens et la saisie des fonds de l'église servent à financer entre autres le rapatriement des cadavres et les dommages et intérêts versés à Jackie Speyer, touché de 5 balles pendant l'embuscade de Fort Ketchum. Il faut 5 ans pour terminer la redistribution des 10 millions de dollars du temple. Les mecs ne mangeaient pas leur faim. Ils avaient 10 millions de dollars. C'est incroyable. En mars 1979, le responsable des relations publiques du Temple du Peuple, Mike Procus, je sais pas comment ça se dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a réussi à s'enfuir, organise une conférence de presse lors de laquelle il déclare « Je ne peux pas me désolidariser des personnes qui sont mortes et je ne le veux pas. Ils n'étaient pas des fanatiques manipulés ou sectaires. Le temple n'était pas une secte. » Il se tue quelques minutes plus tard d'une balle dans la tête sans terminer son brouillon d'un livre pour défendre le Temple du Peuple après le massacre. Il ne devait pas être hyper en accord avec ce qu'il avait dit. Les anciens membres du Temple du Peuple ayant vécu à Utah, à San Francisco, à Los Angeles sont interrogés par le FBI et les polices locales
Les survivants de Johnston sont aussi interrogés par le FBI avant de pouvoir reprendre une vie civile normale. Les personnes qui ont survécu au massacre de Guyana ont beaucoup de mal à se réintégrer dans la vie civile et en particulier à trouver un travail. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'elles sont déjà victimes de harcèlement, sous la forme en particulier d'accusations d'avoir causé ou laissé faire le meurtre des autres fidèles. Certaines juridictions de Californie refusent d'enterrer les victimes, dont les corps sont finalement envoyés à l'Evergreen Cemetery à Oakland. On a refusé d'enterrer des victimes. Ces gens ont été tellement maltraités, les survivants ont été harcelés, ils ont eu du mal à trouver du travail. On parle de gens qui ont été détruits pendant plusieurs années. On ne s'est pas du tout occupé d'eux. Donc beaucoup d'anciens fidèles choisissent de vivre ensemble pendant plusieurs mois afin de se réacclimater au monde contemporain. Le 29 mai 2011, cependant, une plaque est érigée au cimetière d'Oakland où près de la moitié des corps sont enterrés dans une fosse commune. Parce qu'ils avaient été enterrés dans une fosse commune, mais il n'y avait évidemment pas de nom pour chaque personne, ni rien. Donc là, c'est qu'en 2011 qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être faire une plaque, peut-être mettre à peu près le nom des gens qu'on sait qui sont là, et puis leur rendre hommage, quoi, tout simplement. Voilà. Et il a fallu attendre 2011 pour ça, quoi. Il y a des tas de raisons, à mon avis, qui ont poussé les gens à boire le poison. Je ne sais pas qui l'a bu ou à qui on l'a injecté, mais je pense qu'ils l'ont surtout fait par loyauté les uns envers les autres. Moi-même, si j'avais été là, je sais que je n'avais aucune envie de mourir, mais l'image que je renvoyais, la façon dont j'étais perçu par les membres de ma communauté avait tellement d'importance pour moi que ça aurait peut-être pu me coûter la vie. Demandez-vous ce qu'on pourrait vous dire ou ce qu'on pourrait vous faire pour vous inciter à commettre quelque chose dont vous ne vous seriez jamais cru capable. Et réfléchissez là-dessus. Tirez-en des leçons. Ne jugez pas avec un regard extérieur. Efforcez-vous au contraire de vous mettre dans la peau des gens que vous auriez jugés un peu vite. Donc c'est un petit peu la fin de cette histoire. Alors après, il y a plusieurs choses un petit peu tristes par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a un tourisme noir qui est en train de se créer dans la région de Johnstown, où un maire local avait décidé d'entreprendre un genre de... Vous savez, on le fait aussi maintenant à Tchernobyl, ce genre de choses, quoi. Donc il voulait faire ça. Il y a aussi une expression aux États-Unis qui existe maintenant qui s'appelle Drinking the Cool Head, qui veut dire aller au bout de ce qu'on pense. Et en fait, c'est en rapport avec cette histoire parce que la limonade qu'ils ont bu s'appelle The Cool Head. Ça vient d'ici, si vous connaissiez l'expression. Pas du tout. Je connaissais l'expression, mais Ouais. je savais pas que ça venait de là. C'est cool. C'est hyper glauque, du coup. C'est pas cool, mais... c'est très peu respectueux. De savoir, voilà, c'est ça. Ouais. Après, vous avez des théories du complot, vous avez énormément de choses qui gravitent autour de cette histoire, mais bon, moi, pour finir, si ça vous a intéressé, vous avez un documentaire de 2016 dont vous allez entendre des extraits. C'est un documentaire américain avec beaucoup de violence derrière, mais qui est quand même pas mal. Vous avez un film aussi de 2006 qui s'appelle J'en ai déjà parlé dans le premier passage, qui apparemment est très très bien, je n'ai pas eu le temps de voir. Et vous avez la vidéo de Victoria Charlton qui est très sympa aussi, si vous voulez, parce que j'ai pas pu tout mettre, parce qu'il y a énormément de choses. Et puis, voilà, on est très très désolé pour ces victimes qui n'ont pas du tout été considérées, qui ont été maltraitées jusqu'à la fin, en fait, même une fois décédées. Donc voilà. Faites attention à vous, et c'est fini. Sur ces belles notes hyper positives, voilà. Merci beaucoup Tiffany pour ouais, grave. ça. C'est bien parce que du coup, tu vois, dans le premier épisode, on était en mode tranquille, chill, etc. Et là, on est en distanciel, donc on est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus discret, et ça va bien avec le ton de la suite de ta chronique, je trouve. Donc voilà, c'est comme quoi les choses sont parfois bien faites. Ouais. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. En plus, moi, je vais le réécouter, donc. Oui. Dans la joie et la bonne humeur. Après, pour ceux qui seraient juste. Enfin, moi, j'ai le souvenir très marquant en fait des photos aériennes de Johnstown qui sont incroyables. Enfin, incroyables dans le sens terrible.
ces photos aériennes où on voit des centaines de cadavres tapisser le Oui. sol partout. Enfin, elles sont vraiment très très marquantes. Je connaissais Ouais. pas tous les détails de toutes les ramifications de cette secte, mais ouais, je connaissais un petit peu le dénouement du. Comment ça allait se terminer. Ouais, Ouais, du. bah, enfin, en fait, je crois que les chiffres, c'est des chiffres, tu vois? Quand on dit 909 personnes, effectivement, je pense que souvent on a du mal en On fait, se rend pas compte, quoi. voilà, s'imaginer, ce que c'est. Mais effectivement, quand tu vois les images aériennes, tu fais: «Oh putain!» Enfin, c'est des kilomètres de cadavres, en fait. Enfin, c'est juste des gens, par terre, qui partout. Enfin, Ouais. c'est extrêmement violent et les militaires guyanais quand ils sont arrivés, ils ont dû, ça a dû être une scène absolument d'horreur, évidemment, quoi. Ouais. Donc et des enfants, en fait. Moi, c'est ça, Mmh. ce qui me fait beaucoup de mal, c'est que ces enfants, qu'on C'est a un demandé aux mères, d'ailleurs dans un des extraits vous allez entendre, qui est un extrait très, très connu du dernier sermon de Jim Jones, qu'il a enregistré pendant que les gens buvaient le poison, en fait. Donc c'est ça tout l'horreur, en fait, de ce sermon. Et en gros, il dit, voilà: «Mother, mother, please, please do this». Like, il dit: «Faites-le, vous tuez pas vos enfants, vous le faites pour eux». Enfin, c'est Ah. Ouais. horrible. Et ils demandent aux mères de leurs propres enfants de tuer, en fait, leurs gamins. Il y a rien de plus abominable sur terre que de demander, je pense, à une mère ou un père de faire ça. Ouais. Il a poussé ce qu'il pouvait faire. Jusqu'où il pouvait aller, il a poussé ça à l'extrême, en fait. Vraiment. Pour moi, c'est un monstre, quoi. Et je comprends pas comment on peut arriver là. Mais c'est pour ça que c'est des gens qui sont autant, si tu veux, ils font autant partie un peu entre guillemets, de la culture populaire ou de ce qu'on connaît, parce qu'ils sont des humains, tu sais, qui sont presque pas humains, en fait, tu vois? Donc C'est presque fascinant tant ils ont perdu leur humanité, voilà, quoi. c'est ça. Et peut-être ils en ont jamais eu, on n'en sait rien. Pour moi, Jim Jones, il y avait des prémices, comme j'essaie un peu d'expliquer sur la première Oui, dans partie, dès le la première départ, en partie, oui. fait, hein. Dès le départ, il y avait des choses qui allaient pas. Donc, comme souvent, il faudrait faire une chronique sur Manson aussi, qui est l'un des plus connus au monde, et lui aussi. Enfin, dès le départ, ça allait pas, quoi. Une envie de faire du mal qui est extraordinaire, quoi. Une envie d'écraser l'être humain en face de lui pour en faire son pantin, qui est plus forte que tout, quoi. Quand tu vois les images aériennes, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Bah, merci encore une fois, Tiff. Je crois que pour rester dans la bonne humeur, il me semble que Ben, tu veux nous Oh parler d'un la sujet un vache, petit peu ouais, non, mais particulier. on va pas rigoler beaucoup plus, hein. Bah ouais, je sais, c'est un épisode triste, chers auditeurs, là, Ouais. Il pleut, c'est l'automne, on n'est pas là pour se marrer, OK? On est dans la souffrance. Ouais, bah, écoute, si vous êtes d'attaque, on va se lancer. Si vous restez Bah un ouais, ouais, autant tout ouais, concentrer la tristesse sur un seul épisode, écoute. Bah, ouais, bon, bah, écoute, dans ce cas, c'est parti. Bah, bonjour à toutes, et à tous, Bonjour déjà, Ben. je suis assez content de revenir pour une chronique, ce qui Bah était nous pas arrivé, aussi. ce qui était pas arrivé depuis un certain temps. Depuis un certain temps, ouais, Ouais. depuis, je pense, les gardes de Vareg, donc c'était l'épisode 7 ou 8 de cette saison-là. Donc, dans notre temporalité, ça fait pratiquement 7 mois, je pense, quelque chose comme ça. Oh, ouais, je pense, Peut-être même plus. moi, je pensais même presque 1 an, en fait, mais je sais pas, non, mais je me rends pas compte, en fait, je sais Non, plus. c'était, je crois, en février ou en janvier, un truc comme ça, il me semble. Ouais, bah, en tout cas, ça fait bien plaisir d'arriver, sans les traditionnelles mains vides, ouais, bon, ça a été un petit peu inconstant, donc bah, j'en profite pour présenter mes excuses, officiellement à Marc, très patient. Ce n'est pas grave, Ben, Très, merci, très merci arrangeant, beaucoup. voilà. On va dire que j'ai souffert, d'un cruel manque, d'inspiration. Ouais, mais ça arrive parfois, t'inquiète pas, y a pas de souci. On a passé une très bonne saison tous ensemble. Et ça fait plaisir de terminer par toi presque, tu vois. Ouais, bah, écoute, voilà, après je débarque avec un petit épisode, hein, disons, hors série ou peut-être le début, d'une série, je sais pas, mais placé sous le signe du manque d'inspiration. Parce que oui, moi aussi je vais vous parler d'un gourou et de sa secte. Bah, j'en profite, pour remercier Tiff, hein, parce que c'est grâce à ta chronique, sur Jim Jones, de la dernière fois que ça m'est revenu à l'esprit cette histoire un petit peu dingue, que Ouais. je vais vous raconter là. C'est grâce à moi que vous avez 2 fois plus de souffrance. Yeah! Yeah! Yes!
Trop bien. Non, mais c'est vrai que Non, merci. ça m'a permis de me souvenir de cette histoire donc, en fait, je l'ai découverte il y a 1 an ou 2. C'est un truc que j'ignorais complètement et j'ai trouvé ça assez dingue et je me suis dit que ça méritait de faire une petite chronique dessus. Donc, je vais présentement vous raconter l'histoire de Shoko Asahara et de sa secte Aum Shinrikyo. Donc, ça va se passer au Japon. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, du coup. Jamais. Moi, Jamais, oui. mais je m'y connais pas du tout en secte, donc une néophyte. Moi, oui, oui. Bah, déjà, on en avait parlé la dernière fois et oui, j'en avais entendu parler très rapidement. Moi, j'avais surtout entendu parler de de ce pourquoi ils sont restés tristement célèbres, mais un attentat en particulier dont j'avais entendu parler, mais je savais absolument pas qu'il avait été commis par cette secte. Et bref, c'est assez démentiel, hein, vous allez voir, parce que ça part vraiment de pas grand chose. Hein. Shoko Asahara, il est né le 2 mars 1955 sur l'île de Kyushu à Yatsuhiro. D'ailleurs, Shoko Asahara, c'est pas son vrai nom. C'est un pseudonyme qui va s'attribuer à un moment de sa vie. Son nom de naissance est Shitsuo Matsumoto. Il est né dans une famille assez pauvre. Et en plus de ça, ne partant déjà socialement pas gagnant dans la vie, il est né avec de gros problèmes de vue. Et il est considéré comme quasi aveugle en fait. Je crois qu'il est totalement aveugle d'un œil et pratiquement entièrement aveugle de l'autre. Donc ça va l'amener à être intégré dans sa jeunesse dans une école qui est spécialisée pour l'éducation des enfants non-voyants. Donc il va déjà être un petit peu mis entre guillemets de côté dès sa plus tendre enfance. En 77, il va tenter sans succès le concours d'entrée à l'université de Tokyo. Donc il va échouer et en fait cet échec ça va le mener à se tourner vers des études d'acupuncture et de médecine traditionnelle chinoise. Qui, si j'ai bien compris d'ailleurs, c'est un domaine d'études qui est traditionnellement réservé au Japon aux aveugles. Ok. Ah ouais. Ouais, et il va se lancer là-dedans et on retrouve en fait sa trace pour l'histoire qui nous intéresse en 1984, car celui qui se fait maintenant appeler Shoko Asahara crée un atelier de yoga en fait qu'il va nommer Om no Kai, qui signifie la société Om. Et qui sera ensuite renommé en 87, donc 3 années après, Aum Shinrikyo, donc qui va prendre son nom définitif. Aum Shinrikyo, ça se traduit grossièrement par enseignement de la vérité suprême. D'accord. Donc on part sur des bons bails hein, déjà. Ouais. Alors bon, c'est assez dingue, mais ça commence juste sur un espèce de groupe de yoga en fait, qui va très vite se transformer en fait en une véritable secte. Et cette secte, son idéologie religieuse, elle était basée sur une sorte de syncrétisme spirituel. Ils ont une doctrine qui est un petit peu, ouais, c'est vraiment un patchwork qui trouve son inspiration dans le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, divers mouvements New Age aussi, pas mal. Et apparemment, ils accordaient une assez grande importance aux prophéties de Nostradamus. D'accord. Donc okay. Voilà, ils ont pris vraiment des trucs un petit peu de partout et ils en ont fait leur sauce quoi. Car oui, les prophéties c'est bien pratique, vous le savez, hein, surtout les prophéties apocalyptiques, n'est-ce pas? Et Shinrikyo ne serait pas une secte digne de ce nom sans sa propre prophétie annonçant l'apocalypse prochain. Et oui, donc les membres de Aum croyaient entre autres choses à la survenue prochaine d'un apocalypse nucléaire. Comme quoi. Comme quoi. Ouais, c'est toujours c'est redondant. Et puis dans les sectes aussi, je trouve que ce qui est redondant, c'est le côté on prend de tout de partout. Faire un Jésus cosmique, Nostradamus, mort nucléaire, c'est tout le temps ça. Tu crois pas si bien dire parce que du coup, Shoko Asahara, il se présente lui-même un petit peu comme un prophète en fait. Et il prend un petit peu la figure, il prend pour exemple la figure christique quoi, auquel il s'identifie quoi. Enfin, c'est un peu le Messie entre guillemets. Donc ouais, alors eux, ils avaient un apocalypse nucléaire en tête. Assez spécifique en fait, spécifique en même temps, provoqué par les États-Unis. Voilà, pour eux, dans leur délire, ce serait les États-Unis qui provoqueraient cet apocalypse. Mais cet apocalypse, il était pas vraiment vu comme une fin, en fait, il était vu plutôt comme
comme une purification, une purge en fait, un apocalypse qui devait purifier le Japon de son gouvernement qui était jugé corrompu. Ouais. Un gouvernement qui à terme serait bien entendu remplacé par la secte elle-même, ce qui leur aurait permis d'accéder au pouvoir et ainsi de dispenser leur enseignement à l'ensemble de la société japonaise. Voilà quoi, les bons bails encore une fois. Ouais, alors c'est intéressant, oui et non, mais la secte Aum Shinrikyo n'est pas seulement une organisation à but spirituel, elle se mêle également de politique, car elle a clairement pour vocation de changer la société. C'est pas des gens qui font leur bail isolément de leur côté, mais qui vont activement tenter de changer les choses. Et notamment en 90, en 1990, il y a le gourou, donc Shoko, et plusieurs de ses lieutenants qui vont fonder un parti politique et ils vont présenter 25 candidats aux élections sénatoriales. Ils vont faire campagne et tout, enfin bref. Et bon, c'est un peu le coup dur pour les joueurs nippons, parce qu'il y en a aucun qui est élu, aucun. Mais belle tentative, beau geste. Alors, Asahara, il va rapidement attirer à lui un très grand nombre d'adeptes, grâce notamment à son charisme et sa force de persuasion. Le culte va user de moyens de communication assez efficaces pour distribuer et répandre son image et ses enseignements dans tout le pays. Il y a notamment lui, Shoko, qui va réaliser des vidéos sur les enseignements de la secte, qu'il va distribuer ensuite dans tout le pays. Il va organiser des conférences ou encore des émissions de télévision. Il y a même un animé japonais qui a été fait. Un animé japonais, waouh! Évidemment, il y a un animé japonais surtout. Donc... Ouais, non, mais voilà, c'est pas très surprenant, c'est vrai, mais ils ont fait, sachez-le, ils ont fait un animé. Ils vont aussi, en fait, ils vont passer à la télé. En fait, ils vont se faire inviter sur les plateaux télé, mais enfin, ça va prendre pas mal d'ampleur parce qu'il se fait inviter notamment avec des gens très connus comme Takeshi Kitano, tu vois. Enfin, ça fait partie d'invités qui partagent le plateau avec ce genre d'invités. Donc, voilà, c'est une communication qui est assez efficace et en fait, il devient très rapidement assez célèbre au travers tout le pays. Alors, plus bizarre, ils vont commencer également à organiser des démonstrations des soi-disant pouvoirs que les membres du culte auraient acquis en étant éclairés par le savoir et la sagesse de leur gourou. C'est des démonstrations qui incluaient des privations d'oxygène par submersion en fait de leurs membres pendant des périodes de temps assez longues, ou de la privation de nourriture, pareil sur des longues périodes de temps. Il y a par exemple des groupes de personnes qui vont se faire enterrer vivants dans des cuves, où ils vont être privés de lumière, de nourriture et d'eau pendant des jours. Enfin bon, le bon fun en perspective quoi. Alors le groupe va devenir en soi assez important puisqu'on estime qu'à sa dissolution, c'est-à-dire au moment où le groupe est enfin en fait même pas dissolu, en fait c'est une erreur de ma part parce que bon, la secte existe encore, mais disons que jusqu'en 95 où ça va un petit peu partir en couille pour le culte, on compte quand même 10 000 membres pour le seul Japon. D'accord. Si je précise pour le seul Japon, c'est parce qu'en fait Aum Shinrikyo va aussi essaimer en Russie en fait. Ah ouais? Ouais, il y a Shoko Asahara, il va se rapprocher en fait de membres du gouvernement russe post-effondrement. On soupçonne en grande partie pour se procurer du matériel militaire en fait. Et en fait, en se rendant au Japon, en Russie, pardon, il va aussi répandre un petit peu sa secte et son enseignement là-bas. Et ça déconne pas parce qu'ils ont cumulé au moins 30 000 membres en Russie. D'accord, ah oui quand même. Entre 30 et 40 000 membres de la secte. Alors pour ce qui est des pratiques de la secte elle-même, le culte imposait à ses membres en fait la pratique du yoga. Donc voilà, c'était un truc qui était imposé aux membres, c'était inévitable. Ils devaient tous pratiquer le yoga. Le yoga, d'accord. Ouais, alors le yoga qui devait permettre à certains membres de vivre des expériences transcendantales, mais du même ordre que celles qui sont parfois ressenties par les maîtres yogis. Ouais. Donc rien de vraiment... Enfin, voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais bon, ces expériences pouvant être facilement expliquées de manière rationnelle, elles ont bien sûr été récupérées et présentées par la secte comme une preuve de l'élévation spirituelle de ses membres. Élévation qui aurait été bien sûr rendue possible par l'énergie et les enseignements prodigués par le gourou, bien sûr. Et bon, pour aider ces expériences divines à se produire plus souvent et plus régulièrement, ils vont commencer à fabriquer des drogues en fait.
Ouais. La secte va commencer à fabriquer des drogues comme les amphétamines ou le LSD qui seront administrés aux disciples avant les cérémonies. C'est ouf de voir à quel point C'est pareil en fait. toutes les méthodes sont quasi les mêmes. Ouais, quel que soit le pays ou quel que soit toujours une histoire de drogue, d'imposition de discipline, de gens qui ont des pouvoirs ou que sais-je parce qu'ils sont dans le culte. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Ça marche en plus, c'est incroyable. Bah, l'histoire se répète, ouais, et puis ça marche bien. Et là, ça marche vraiment, vraiment assez bien. Et ce qui est assez surprenant, c'est que contrairement en fait à Jim Jones, là, Shoko Asahara, il cible en fait beaucoup des personnes ayant un haut niveau d'éducation et des moyens financiers importants. C'est une secte, c'est un groupe en fait qui était vu comme presque réservé à une certaine élite. Ok. Genre comme les francs-maçons. Bah ouais. Je sais pas, c'est une secte. Pour les francs-maçons, je connais. Une société secrète. Ouais. Moi, tout est secte avec moi. Mais en fait, en réalité, ça couvrait à peu près toutes les couches de la société. Mais il y avait beaucoup en fait de gens qui étaient très éduqués, des universitaires, des gens très riches, enfin voilà, et socialement influents. Bah, d'ailleurs, cette influence en fait, elle va être très importante de base et elle va aller grandissante au fur et à mesure qu'en fait la secte s'étend. D'ailleurs, cette influence, elle vient en grande partie du statut social élevé de ses membres, hein, qui sont présents, comme je l'ai dit, dans toutes les strates de la société civile. Alors, le pouvoir financier de l'organisation devient également assez colossal grâce aux nombreuses donations, libres ou forcées d'ailleurs, qui sont faites parce que oui, entre autres choses, pour adhérer à la secte, il fallait céder une partie de son patrimoine ou alors nommer la secte comme seule héritière en fait de son patrimoine. Enfin voilà, ce genre de pratique. Alors j'ai pas trouvé d'informations sur j'ai pas trouvé d'informations sur la puissance financière, j'ai juste eu une vidéo où un mec parlait d'un patrimoine qui s'élevait à 1 milliard. Alors 1 milliard de quoi? Je pense que c'est 1 milliard de dollars et pas 1 milliard de yens. Voilà, donc apparemment il y a quand même une puissance financière qui est assez considérable. Et bon, ce qui va pas aider les choses, c'est qu'en 89, le groupe obtient de la part du gouvernement japonais en fait le statut officiel d'organisme religieux. Ce qui fait que renforcer un peu plus le pouvoir symbolique de Shoko Asahara et ça va renforcer aussi l'image respectable qu'il a auprès du public. Parce que ça lui donne une certaine légitimité le fait que son organisme soit sanctionné, entre guillemets, sanctionné dans le sens où il est approuvé en fait par les pouvoirs publics. Pour vous donner une idée jusqu'où ça va et jusqu'où en fait ce groupe, ce culte va avoir une approbation, je veux dire, Shoko il va même jusqu'à rencontrer le Dalai Lama. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, il rencontre le Dalai Lama et en plus le Dalai Lama va lui apporter son soutien dans son entreprise. Il va avoir la bénédiction du Dalai Lama dans sa pratique de religieuse. Ah yes. Ouais, donc ça va très très loin, très très loin. Donc là, vraiment, il faut bien entendre que la secte, elle jouit d'un prestige qui est assez monstrueux. Au début des années 90, ils sont vraiment au top de leur game. Donc bah voilà, jusqu'au milieu des années 90, le culte va se répandre doucement et va infiltrer petit à petit toute la société japonaise. Shoko, il va se retrouver à la tête d'une organisation, ramification vraiment tentaculaire. Il va avoir à sa disposition une influence politique assez importante, pouvoir financier, bon on y revient bien sûr. Et pendant de nombreuses années, de 1988 à 1995, les membres du culte vont se rendre coupables de nombreux crimes. Bon, on va commencer doucement, il y a l'extorsion, bien sûr. Voilà, qui consiste à tout simplement extorquer de l'argent et du patrimoine des membres du groupe, même de membres de la famille du groupe, en les menaçant, en exerçant des pressions. Donc oui, on peut ajouter à ça le chantage, l'enlèvement et la séquestration. Ça va jusqu'à la fabrication massive d'armes chimiques, des assassinats et même de nombreux actes de terrorisme. Et tout ça en toute impunité. Ils sont généralement même pas suspectés par les autorités et jamais vraiment inquiétés. Ouais. On peut décemment se demander mais comment est-ce que c'est possible qu'un groupe comme ça puisse faire des choses pareilles sans être jamais inquiété? Vous avez une petite idée d'ailleurs comme ça Ouais, et parce qu'ils sont connus, enfin,
Je dirais, ils sont élevés dans la société, ils ont peut-être des contacts, des machins. Ouais, c'est ça, il y a un peu de corruption, Ouais, voilà, de c'est ça, quoi. corruption, des gens qui Ouais, discutent de corruption, avec eux, bah, quoi. en fait, oui, complètement, c'est totalement ça. En fait, ils ont des membres de la secte qui font partie, de la police, et ainsi de suite Voilà. Ouais, ils ont infiltré la société, quoi. Ouais, ils ont Ouais, vraiment partout. infiltré, toute la ouais, non, mais c'est ça, en fait, hein, ils sont suspectés, c'est-à-dire que le public, de manière générale, les connaissent et ça commence un petit peu à se répandre doucement, les rumeurs comme quoi, bah, quand il y a quelqu'un qui veut se barrer, bon, bah, cette personne, on la revoit plus trop, on sait qu'il y a du chantage, on sait qu'il y a de l'extorsion, ça commence vraiment à se savoir et les gens commencent à avoir un petit peu peur. Il y a des dénonciations anonymes qui sont faites d'ailleurs régulièrement aux autorités, mais c'est jamais suivi et c'est jamais suivi, en fait, parce que, bah, les gens, souvent, soit ils flippent, les membres de la police, etc., qui soit ils ont peur pour leur vie, etc. Parce que oui, ils font des assassinats, hein, c'est pas, on en reparlera après. J'ai une liste un petit peu sympa de tous les crimes qu'ils ont commis, on en parlera après. Enfin voilà, les enlèvements, les meurtres, la pression, l'influence qu'ils ont, c'est tout ça, ça va mettre, ça va faire en sorte qu'ils seront jamais vraiment inquiétés. En fait, toutes ces activités dont j'ai parlé, le terrorisme, la fabrication d'armes chimiques, etc., bah, ça sera absolument inconnu des autorités et du grand public, en fait, jusqu'au fameux attentat du métro de Tokyo en mars 95. Moi, j'avais beaucoup entendu parler justement de cet attentat du métro de Tokyo, qui est souvent cité en exemple quand on parle de terrorisme, etc. On en parle souvent, en fait, de cet attentat du métro de Tokyo. C'est un cas d'école, en fait, puisqu'il s'est déroulé dans dans le métro de Tokyo, qui à l'époque était traversé, je crois, tous les jours par 9 millions de personnes, il me Ouais, semble. d'accord. Enfin voilà, c'était vraiment un des pires endroits au monde où on aurait pu faire ce genre d'attentat, ce qui fait qu'il est resté célèbre. Donc ouais, le 20 mars, en fait, 1995, à 8h du matin, et dans 5 rames de métro différentes, il y a des membres de Home Shinrikyo qui posent chacun à leurs pieds 2 sacs en plastique remplis de liquide. Lui-même, ce sac en plastique est enroulé dans du journal pour le dissimuler. Et en fait, au moment où la rame s'arrête, ils vont se lever, où la rame s'arrête à des endroits spécifiques. Ils vont se lever, chacun de ces 5 personnes qui ont déposé ces 2 sacs vont se lever, et avec la pointe du parapluie dont ils sont chacun équipés, ils vont percer, en fait, au travers du journal, les sacs plastiques contenant du liquide. Après quoi, ces 5 personnes, elles sortent alors de la rame et laissent derrière elles le liquide se mélanger et s'évaporer au contact de l'air. S'évaporer et se répandre non seulement dans la rame, mais aussi dans les arrêts de métro. Donc ce qui va se passer, c'est que on va pas se rendre compte tout de suite de ce qui se produit, et en fait, les rames, elles vont continuer avec bien sûr le métro elles vont continuer. C'est-à-dire que les gens, ils vont commencer à faire des malaises, ils vont commencer à s'effondrer, mais vous savez comment sont les Japonais Oui. au niveau de leur organisation. Pour eux, au départ, il est hors de question, en fait, d'arrêter le train, et puis on peut pas vraiment leur en vouloir, parce que les mecs, ils ont pas eu, entre la Seconde Guerre mondiale et 95, aucun acte de terrorisme sur leur territoire. Ah ouais. Ça paraît improbable pour eux que ça soit ça, quoi. Ah ouais, Et là, c'est pas de l'explosion, en fait, c'est du bactériologique, du coup, comme ça. C'est du bactériologique, en fait, c'est une attaque chimique, là, en C'est l'occurrence. dingue, putain, la vache. C'est une attaque chimique, ouais. Et donc, ça va prendre un certain temps. En gros, avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, le métro, il va faire son chemin, quoi. Il va faire son chemin. Et donc, bon, vous vous demandez peut-être ce qu'il y a dans les sacs plastiques. Ouais. Alors, ce qu'il y a dans les sacs plastiques, en fait, c'est 2 composés chimiques qui, quand ils se mélangent, en fait, donnent du gaz sarin. Le gaz sarin, c'est un des plus violents et plus puissants neurotoxiques qui est connu à ce jour. D'accord. Ok. Ouais, il est considéré comme 500 fois plus toxique que le cyanure. Ah ouais, d'accord, ouais. Alors c'est un neurotoxique, donc il s'attaque au système nerveux humain ou animal, hein, et provoque des paralysies musculaires qui, à terme, assez rapidement, provoquent un arrêt respiratoire potentiellement mortel. Puis j'imagine que tu dois pas passer un bon moment, enfin, tu dois douiller, non? Je sais pas trop, j'ai pas eu trop d'informations sur ce qui est ressenti par les gens. Après, si c'est foudre. Alors, en fait, il est absorbé dans le système sanguin, soit par la respiration, mais il peut être aussi absorbé si on est vraiment au contact d'une grande quantité pendant une petite période de temps. Il peut même être absorbé par la peau. Ah oui, d'accord. Ouais, et en fait, dans les 2 cas, il atteint très rapidement le système nerveux. Ouais, donc, même si tu respires pas, tu te fais baiser quand même, quoi.
Ouais, même si tu le respires pas, si t'es pas dans une combinaison hazmat, tu peux être intoxiqué par le gaz sarin. Bon, en plus d'être d'une toxicité extrême, il laisse de lourdes séquelles neurologiques chez les gens qui ont été exposés et qui ont survécu. Donc en fait, il y a énormément des gens qui l'ont respiré, qui ont été exposés à ce gaz, qui vont garder des séquelles en fait toute leur vie. Et des séquelles vraiment graves, quoi, qui entraînent des gros problèmes neurologiques. Il y a des interviews d'ailleurs qui traînent à droite à gauche de personnes ayant survécu, où on voit très clairement, c'est assez, c'est choquant, ouais, c'est pas mal choquant de voir les séquelles qu'elles ont gardées. Je le précise parce qu'en fait, l'attaque a fait que, entre guillemets, 13 morts. Voilà, que 13 morts, ce qui est déjà beaucoup trop, bien sûr. Déjà... Ouais, bien sûr. Mais il doit y avoir des tas de blessés, en fait. Alors, ouais, c'est ça, puis des blessés sur le long terme, quoi, en plus. Il y a eu au total 6300 blessés. Horrible, quoi. Ouais, c'est horrible. Ouais, donc victimes d'intoxication aiguë ou superficielle qui gardent pour beaucoup des handicaps irréversibles. On pourrait également se demander, mais pourquoi cette attaque elle a été menée finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le but d'une telle opération? Alors, en fait, la réponse, elle est relativement simple. C'est pour deux raisons. C'est qu'en fait, à ce moment-là, en 95, Shoko Asahara, il commençait à avoir un petit peu les miquettes parce que malgré tout, ça commençait à se savoir que la secte, elle faisait des trucs vraiment borderline, quoi. Ouais. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, c'est pas, vous allez le voir, mais ça, c'est loin d'être leur première attaque. Hein, attends, mais je me permets un aparté. Les gars, ils savent qu'ils sont sous les radars parce qu'ils sont borderline, et du coup, ils font une action encore plus borderline que d'habitude. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était, par l'énormité de cette action, c'était détourner un petit peu l'attention de la détourner secte. le regard, en fait. Ok, d'accord. Malin, C'était en fait. détourner le regard. En fait, cette opération, elle était prévue de longue date. Ça devait être le terme d'ailleurs de la secte. En fait, ça devait être leur action vraiment coup de poing. Mais ils l'ont en fait un peu plus tôt parce que ils sentaient que le vent commençait peut-être un petit peu à tourner. Ouais. Et donc ils ont fait ça. Et en fait, le but final de cette attaque, c'était déclencher la Troisième Guerre mondiale en fait en blâmant les États-Unis pour l'attaque. Et provoquer l'apocalypse nucléaire qui était au centre des croyances de la secte. Le fameux. C'est vraiment des gros salauds. Hein. Ah complètement, mais totalement. Et puis là, en fait, les autorités, face à l'ampleur de l'attaque, ils peuvent plus. Là, c'est plus possible, tu vois. C'est. Ouais, là, ça suffit. Ouais, ça suffit. Ils sont allés trop loin. Voilà, parce que non seulement, ça a fait énormément de victimes, mais ça a eu un retentissement international. Ouais. Et là, du coup, là, comme c'était une secte de chez eux et tout, je pense qu'ils se sont dit, on passe un peu pour des cons aussi. Ouais, là, ils vont mettre le paquet, hein. Et ils ont tout de suite su que c'était la secte. Ils n'ont pas eu de doute dessus. Ils se sont dit, ouais, ils nous prennent vraiment pour des cons. En fait, si, là, pour le coup, le fait qu'il y ait eu cette attaque, ça va leur permettre de recoller certains morceaux, en fait, les uns avec les autres. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que direct, ils vont lancer, en fait, des raids. Ils vont identifier, en fait, assez rapidement les 5 personnes qui ont percé les sacs, qui sont ceux qui ont mené l'attaque. Ils vont assez rapidement les identifier comme étant des membres de la secte. Et la contre-attaque du gouvernement, là, elle a été implacable, quoi. Dans les heures qui vont suivre, ils vont lancer 500 raids un peu partout dans le pays, des raids qui ont aussi bien été menés par la police que par l'armée. Et ils vont faire ça dans tout le Japon. Ils vont attaquer, entre guillemets, il n'y a pas eu d'affrontement, mais ils vont raider en fait les domiciles de certains membres considérés comme étant importants dans la secte, ainsi que les différents sièges de la secte. Et en fait, c'est là qu'ils vont se rendre compte, c'est en attaquant ces endroits-là, en récupérant des quantités phénoménales de dossiers et de preuves, qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, depuis 8 ans, Shoko Asahara et Aum Shinrikyo, ils ont bossé, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mené plein d'attaques. Enfin, je vais vous en parler de ce qu'ils ont fait entre-temps, en fait, parce que ce que je vous ai dit là, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Hein. Okay. C'est presque difficile à imaginer l'ampleur du délire. Donc en fait, ils vont saisir une quantité phénoménale de dossiers compromettants et de preuves sur les non-crimes. Et c'est vraiment que là qu'on va prendre en fait la mesure de la gravité de la situation, quoi. Je vais vous donner en fait maintenant une petite liste non exhaustive de certains crimes qui ont été commis par la secte. Parmi les plus courants, il y a eu de nombreuses morts accidentelles qui ont été dissimulées par le culte, des morts des membres du culte. Alors, soit des gens qui sont morts pendant les cérémonies à cause de la drogue, pour des raisons d'overdose.
Donc ces morts, elles ont été dissimulées en fait, c'est-à-dire que les cadavres ont été dissimulés, brûlés, etc. Et on n'a jamais trop su jusqu'en 95 ce qui était arrivé à ces personnes qui avaient disparu. Bah, vous vous souvenez aussi du délire là des pouvoirs qui devaient être prouvés par la privation d'oxygène, la submersion, le manque de nourriture, tout ça. Ouais. Bah, en fait, pour être sûr que les démonstrations publiques fonctionnent, bah, ils ont testé les trucs en privé. Ah. Ah yes. Et forcément, pour être sûr que ça fonctionne, bah, ils ont testé différents paliers et en fait, il y a des gens qui sont morts pendant ces expériences. Yes. Donc voilà, ça aussi, ils l'ont dissimulé. C'est horrible. Enfin, bien sûr. C'est nerveux. Henri Noir, là, Les je pense mecs, beaucoup. Ils sont allés tester leur propre truc. Ils ont dit tiens, toi là-bas, au fond de la pièce. Ah non, mais c'est ça, ils respirer ont utilisé littéralement des cobayes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des cobayes humains. Alors, il va également être prouvé qu'il y a de nombreux membres de la secte qui ont tenté de la quitter, qui ont été assassinés, en fait, purement et simplement. Ah ouais. En 89, ils vont enlever. Alors, ce que je vous cite là, la liste des crimes, c'est du. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est du Wikipédia. Mais qui est bien référencé, en fait, qui est bien cité, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. En 89, en fait, ils vont enlever l'avocat Tsutsumi Sakamoto, sa femme et son fils de 14 mois. Ah. Ils vont les buter, en fait, ils vont les assassiner, les trois. Et ils vont faire ça parce qu'en fait, Sakamoto, il représentait, c'était un avocat qui était spécialisé dans le combat contre les sectes, en fait, et qui représentait une famille qui avait porté plainte contre la secte. Donc, bah voilà, le mec, sa famille, son fils, voilà, mort, assassiné pour des raisons de sauvegarde de la secte. Enfin bref, ils vont, des trucs assez glauques. D'ailleurs, en 90, ils vont se lancer dans le bioterrorisme. Ouais. Parce que oui, en fait, parmi les gens qui font partie de la secte, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui avaient un très haut niveau d'instruction. Mhm. Et s'ils ont pu fabriquer des armes bactériologiques, c'est qu'ils ont pu construire des laboratoires, en fait. Oui, Ils ont acheté des barres d'immeubles, ils ont acheté des maisons un peu partout dans lesquelles ils ont installé des laboratoires où il y avait des chimistes, en fait, qui travaillaient. Des chimistes, des biologistes, etc., qui ont bossé sur des trucs. Donc en 90, en fait, ils vont se lancer dans le bioterrorisme et ils vont utiliser notamment, entre autres, cette année-là, la toxine du botulinum. C'est quoi Alors le botulinum, c'est un bacille, c'est une bactérie en fait qui produit des spores qui sont très toxiques en fait pour le. D'accord. Okay. En fait, elle sécrète une des toxines les plus puissantes du monde vivant. Ok. Peut être infecté par injection, notamment par la nourriture, mais aussi par la respiration éventuellement. Donc ils vont lancer 3 camions, un à Tokyo, un à côté de la base navale américaine de Yokosuka, pour essayer d'intoxiquer le plus de monde possible, sauf que l'attaque est un échec en fait, parce qu'ils ont utilisé une souche qui est à faible virulence. Ouais. Ils n'avaient pas une très grande quantité et en plus leur dispositif de dispersion n'était pas hyper bien branlé, donc ça n'a pas donné grand chose. En 92, ils vont tenter en vain de se procurer Ebola au Zaïre. Oh mon Dieu. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, en Oh. fait, ils vont aller au Zaïre pendant une mission humanitaire. Avec des gros guillemets. Vous entendez les guillemets. Et en fait, ils vont essayer de se procurer Ebola et ils vont pas y arriver. Heureusement d'ailleurs. Hein Ouais, yes, on croise les doigts pour que ça n'arrive jamais d'ailleurs, merci. En 93, en fait, ils se lancent dans la production du sarin, en fait. Alors là, ça devient là, on atteint des niveaux assez graves parce qu'en 93, ils vont faire l'acquisition en fait en Australie d'un terrain en fait de 200 000 hectares. Ouais. Et les douanes australiennes, en fait, elles vont constater la présence de substances chimiques assez dangereuses dans leur bagage, en fait, et ils vont leur donner de lourdes amendes pour ça, en fait, parce que ils n'ont pas le droit de faire ça. Et en fait, après coup, on a su qu'ils vont installer un laboratoire sur ce terrain pour non seulement créer du gaz sarin, mais pouvoir le tester sur les moutons qu'ils élèvent sur place. En fait, c'est un terrain d'élevage qu'ils utilisent comme couverture, en fait. Ils font des tests, quoi, en fait. Ouais, voilà. Et en fait, ils vont finir par revendre le terrain. Ils vont utiliser le gaz sarin, ils vont le tester sur les moutons jusqu'à ce qu'ils puissent calibrer en fait, la bonne composition chimique et avoir en fait la toxicité maximum. Alors ces activités, elles seront révélées en fait comme presque toutes les autres en 95, après l'attentat.
on va retrouver sur place en fait beaucoup de produits chimiques et des moutons morts, en fait, une très grande quantité de moutons qui sont morts. D'ailleurs, le sol du terrain acheté contenait du minerai d'uranium, en fait. Et la secte avait acquis des droits d'exploitation minière, donc en fait ils voulaient faire une bombe, quoi. il est possible qu'ils aient pu envisager, alors bon, de là à fabriquer une bombe atomique, je veux dire, ça demande un niveau d'expertise que bon, tout le monde n'a pas, mais une bombe sale, quoi, peut-être à la limite. Ils ont soupçonné qu'ils aient pu y penser, en fait, tu vois, fabriquer. En vrai, moi, ça me choque pas qu'ils y aient pensé, vu comme ils ont cherché à avoir Ebola. Je veux dire, les mecs sont très chauds, hein. Ouais, non, mais ils sont chauds bouillants, ouais. Mais à mon mais avis, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils étaient là-bas, hein. Sans parler de théorie du complot. Non, mais enfin, c'est voilà, toujours en 93, ils vont tenter à nouveau sans succès de disséminer la botuline dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir d'un véhicule autour d'un rassemblement de dignitaires étrangers qui étaient venus au Japon à l'occasion du mariage du prince. Ça aussi, ça va être révélé en 95. Enfin. Mais attends, mais on dirait une organisation secrète dans un film de James Bond, là. En fait. Et oui, mais c'est incroyable. Et attends, là, je suis même pas à la moitié de la liste des crimes, quoi. Toujours en 93, ils vont faire 3 tentatives pour disséminer de l'anthrax un peu partout dans Tokyo. Mais heureusement qu'ils ont fait beaucoup de tentatives qui ont raté. Ouais. Ils ont beaucoup raté. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont un peu cons ou parce que ce qu'ils veulent c'est trop dur, mais c'est très bien. Tant mieux. Non, en fait, je pense que c'est parce que les scientifiques qui bossaient là-dessus, qui faisaient partie de la... C'était pas non plus des cadors, en fait. C'était des gens qui avaient un haut niveau d'instruction, mais je pense qu'ils avaient pas la chaîne logistique suffisante pour pouvoir produire vraiment des trucs qui soient ultra dangereux. J'en suis pas certain, mais moi, je le vois comme ça. Et par exemple, là, l'anthrax, ils ont essayé de la disséminer en la balançant du haut d'un immeuble, tu vois. Ouais. Et encore une fois, ils ont utilisé des véhicules, etc. Voilà, ça a pas marché. Ça, c'est encore un grand échec. C'est comme un shonen, en fait. Ouais, c'est la Team Rocket, en fait, les gars. C'est ça. C'est horrible, mais c'est ça, quoi, vraiment. Putain, le parallèle est... ouais, ok, ouais, ça me fait rire, c'est terrible, mais c'est un peu drôle, ouais. Enfin voilà, ils enlèvent des gens, ils en assassinent, bon ça, il y a peut-être pas besoin d'y revenir, voilà. Alors voilà, là c'est vraiment une tentative assez importante. En 94, en fait, ils vont tenter d'assassiner à l'aide du sarin encore un autre avocat, en fait, qui a pris la suite de Sakamoto, en fait. Ils vont essayer aussi de tuer des journalistes comme ça en utilisant du sarin, du VX et de la botuline. Alors parce que oui, ils fabriquent aussi du VX. C'est aussi un gaz chelou, le VX. Le VX, en fait, c'est une version militarisée du sarin. Rien que le nom fait peur, en fait. Hein. C'est le VX Nerve Gas, c'est le gaz nerveux VX, en fait. Il est 100 fois plus toxique que le sarin, qui est déjà lui-même 500 fois plus toxique que le cyanure. Enfin bref. Le VX, c'est une horreur. C'est les Britanniques qui l'ont créé, en fait, le VX. Et voilà, enfin, c'est une horreur. Donc, ils fabriquent du VX, ils réessayent avec la botuline. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Et c'est en 94, en fait, qu'ils vont faire vraiment leur premier gros attentat qui réussit, entre guillemets. C'est dans la ville de Matsumoto. Il y aura quand même 8 morts et 200 blessés. Ce qui déconne pas, tu vois. Ouais. En fait, pareil, ils ont répandu dans un quartier résidentiel, en fait, du sarin à partir d'un camion. Alors, t'imagines quand même que là, ils ont répandu un gaz mortel dans un quartier entier d'une ville. Ils ont tué 8 personnes, ils en ont blessé 200 autres, et toujours rien. Toujours rien, c'est-à-dire que les résidents de la ville s'étaient opposés à la secte, ce qui peut expliquer en partie pourquoi elle a été ciblée, en fait, cette ville, plutôt qu'une autre. Et malgré les lettres anonymes dont j'ai déjà parlé, qui dénonçaient la secte, voilà, il y a une enquête qui est ouverte autour des émanations suspectes, mais personne ne va s'intéresser trop à la secte, en fait. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que après ça devient... Enfin non, il y a l'attentat bien sûr en 95 et peut-être un dernier truc, c'est-à-dire que le 30 mars 95, 10 jours après l'attentat du métro de Tokyo, en fait il y a le chef de l'agence nationale de la police qui va être blessé de 3 balles en fait en sortant de son boulot. C'est-à-dire qu'il y a une escouade d'assassins qui l'attendent à la sortie de son travail et qui lui collent 3 balles dans le buffet pour tenter de l'assassiner. Alors il va miraculeusement survivre en l'occurrence, mais voilà, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que ça continue après. Oui. Enfin voilà.
vous avez une petite idée de ce qui se passe. Bah, ça craint quoi. Et bon, ce qui va se passer après, c'est que bien sûr, la secte, elle va être alors pas démantelée, malheureusement, parce que elle existe encore aujourd'hui. Ah oui, elle existe encore. Ouais, la secte existe encore. Elle s'appelle, elle a changé de nom. Elle s'appelle Aleph maintenant. En fait, elle s'est scindée en deux. Il y a une partie dont j'ai complètement oublié de noter le nom, et l'autre partie qui s'appelle Aleph. Et il y a encore 1700 membres hein, officiellement au Japon. Mais la plupart des grosses sectes, je pense que c'est pareil pour le Temple du Peuple, ça existe encore en fait. Il y a des reliquats en fait. Quoi. Voilà, mais juste ça a un autre nom. Tu vois, et ils se disent moins extrêmes ou autre. Oui, c'est ça. En fait, ils ont renoncé. Ils ont complètement dénoncé en fait les actes de Shoko Asahara, mais ils continuent à suivre un petit peu certains de ses préceptes en fait. Ouais. Donc la secte, elle est vraiment surveillée de très près. Vous pouvez l'imaginer depuis. Elle est scrutée. Les membres, quand ils rejoignent la secte, ils doivent signer un papier comme quoi ils renoncent officiellement à commettre tout acte illégal. Enfin voilà quoi. Ça. Ouais, je ne balancerai pas des gaz mortels. Ouais, voilà. Lu et approuvé. Pas de problème. Alors des 10 000 membres de la secte, il y en a 189 qui sont inculpés en fait à divers degrés dans l'affaire Aum Shinrikyo, alors que ce soit pour les nombreux actes criminels ou pour les actes terroristes. Il y en a 170 sur les 189 qui sont condamnés. Ouais. Shoko Asahara, il va être jugé pendant 8 ans. 8 ans. Son procès va durer 8 ans. Il va être finalement condamné en fait en 2004. Il va être condamné à la peine capitale par pendaison. Et en fait, pendant 2 ans, jusqu'en 2006, il va essayer de faire beaucoup de recours pour éviter l'exécution. Et en fait, il y a une de ses filles qui va pas mal militer pour sa libération. En fait, Shoko Asahara en fait va mourir le 6 juillet 2018. Il va être pendu dans la prison où il était incarcéré, et il va être pendu le même jour avec 6 autres membres de la secte. Voilà. Après, moi, ça m'étonne pas que c'est pris autant de temps, parce que tu vois, il y a tellement de chefs d'inculpation. Enfin, Ah après, oui, je sais pas. Le gars, il a fait tellement de trucs, ouais, c'est clair. Que... c'est ça, oui, tu dois tout repasser tu dois entendre tous les témoins, machin. Alors peut-être que la justice japonaise est un peu comme la France, hein, peut-être un peu lent, mais ça me choque pas. Ah non, moi non plus, ça me choque pas du tout, ça me paraît même normal. Et voilà, ouais, c'est ça, ouais. Surtout quand tu vois l'ampleur du délire, parce que il a fallu non seulement, bien sûr, trouver toutes ces preuves, mais il a fallu les analyser, il a fallu recouper les dates, etc. Donc je pense que ça a dû prendre déjà un certain temps pour rassembler toutes les preuves, et ensuite, bon, vous savez comment ça se passe, hein, ce genre de procès, surtout quand c'est ultra médiatisé, ça prend énormément de temps, c'est très long. Enfin voilà, il y a eu 8 ans de procès, et au terme de ces 8 années, il a été condamné à mort et il a été exécuté en 2018. Je savais pas qu'il y avait encore la peine de mort. J'ai appris un truc, tu vois. Ouais, les Japonais exécutent par pendaison. Par pendaison en plus, plus quoi, c'est à l'ancienne quoi. À l'ancienne, ouais. Bah putain. Alors, je sais pas trop comment marche la justice japonaise. Je sais pas si c'est si la peine de mort elle est vraiment donnée pour des crimes exceptionnellement graves, ou si c'est un truc ils distribuent comme des petits pains. En tout cas, je crois qu'il y a un truc que font les Japonais, et je sais pas mais il me semble avoir lu quelque chose là-dessus. Ils te disent pas, en fait, tu sais pas quand tu vas mourir. Tu as aucune idée de quand tu vas être exécuté. C'est-à-dire que assez horrible. Shoko Asahara, il a vécu de 2004 à 2018, enfin même avant en prison, mais depuis sa condamnation à mort en 2004, en fait, il pouvait être chaque matin réveillé par par les matons pour être amené à l'échafaud, et ils le savent le jour même en fait. Tu l'apprends quelques heures avant. Ok. Et du coup, tu vis en fait, tu vis chaque jour dans l'attente de mourir. Dans l'attente de l'exécution. Est-ce que c'est aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est dur, hein. Alors ça, je n'ai pas vérifié, donc je tiens à préciser que ça se vérifie, mais il me semble... Vous direz dans les commentaires si vous savez des choses sur la peine de mort au Japon. Enfin voilà, c'était l'histoire d'un petit gars aveugle qui vient d'une famille très très pauvre et qui est devenu voilà, à la tête d'un groupe à puissance assez impressionnante. Ouais. Ok, ouais. Moi, je trouve que c'était le genre d'histoire qui méritait, entre guillemets, d'être racontée, ne serait-ce que pour le caractère vraiment... Ah oui, non mais putain, oui, carrément. Hein. Vraiment carrément. dingue de... Puis là, c'est impressionnant, tu vois, c'est
ouais, je suis bluffé par toutes les actions qu'ils ont entrepris, quoi. À la fois, il y a des similitudes avec le Temple du Peuple, mais en même temps, il y a aussi quelque chose de tellement plus, Bah, je pense que comment dire ça, la grosse différence, c'est que je pense que c'est beaucoup plus fin, tu vois? Genre, le Temple ouais, du voilà, Peuple, c'est c'est ça. vraiment bourrin dans l'idée, c'est vraiment la secte comme on l'entend Comme des on années l'entend, ouais. 70 avec ce gourou et puis, de toute manière je pense que c'est une des sectes qui a donné, la définition d'une secte pour ce qui arrive après, tu vois? Parce Ouais, que c'est c'est ça. vraiment été un et là, on est quand même sur quelque chose qui ressemble aussi un petit peu à une organisation, Ouais, c'est très secrète, organisation secrète, tu hyper vois? Voilà, il y a pernicieux, qui est dans toutes c'est les ça, strates un de la truc un peu plus population. politique, ouais, ouais. Et C'est tu pas peux pas des la petits, quitter sans que tu te fais assassiner. Enfin, ouais. waouh, ouais, ça Ouais. fait très film, quoi, en fait. Ouais, Tu te dis que bon, normalement c'est ça, très ça James existe que Bond. dans les, que Ouais, dans James Bond, ouais. mais carrément. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça fait flipper de ouf, par contre, mais c'est fou. Je vais pas dormir pendant 3 jours, mais ça, c'est cool. Yes. Oh, une photo de OK. lui, super. Il a l'air très J'imaginais pas sympathique. comme ça. En plus, ouais, je sais pas Ouais, où je là. vous envoie une petite photo histoire que vous voyez à peu près à quoi il ressemble. Bah voilà, c'est Ouais. Shoko Asahara. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez jeter un coup d'œil. Vous trouverez pas mal de vidéos sur YouTube ou ailleurs, peu importe la plateforme que vous choisissez d'utiliser, vous trouverez pas mal de vidéos ou d'informations, sur la Sur secte lui. et ses agissements. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, parce que voilà, moi bah, j'ai quand même parlé de pas mal de Ouais, c'est ce choses, que je veux dire. T'as pas survolé, hein. T'es quand même bien non, rentré en non, profondeur, hein, dans le je pense sujet, pas hein, avoir donc, trop chapeau, hein. survolé finalement. Ça a duré plus de temps que ce que Mais je pensais. tous les deux, vous êtes bien rentrés en profondeur, parce que là, on est quand même à 1h37 d'enregistrement, alors que vous n'êtes que deux à avoir fait quelque chose, quoi. Donc chapeau. Bah, ouais, je pense qu'on a parlé de sujets qui méritaient, Bah, ça je mérite un pense d'être, approfondissement, quoi, ouais, hein, voilà, parce que, c'est clair. bon, si tu Oui, me bien sûr. racontes, juste, voilà, la secte, qui bute des gens, qui donne de la drogue, De la et drogue, oui, non, mais c'est ah clair. bah, Ouais. voilà, jusque-là, qu'est-ce que c'est normal, tu vois, presque, c'est Ce qui est enfin, intéressant, c'est de voir aussi la première partie, c'était peut-être moins, on va dire, intéressant, mais en fait, ça t'explique aussi pourquoi le mec en est arrivé là, d'où il vient, qui il est, quoi, tu vois? Et je trouve que c'est ça l'important et puis Mmh. surtout, de rentrer en profondeur dans les trucs, c'est aussi respecter les victimes, Tout à fait, bah, qui ouais. ont été voilà, qui ont douillé à cause d'une personne, à cause d'un groupe de personnes, donc ouais, important Bien aussi. sûr. alors apparemment aussi, ça a beaucoup marqué, le Japon, cette attaque, en fait, au gaz. Ouais, tu m'étonnes. Ça a beaucoup marqué le Japon, notamment dans une dimension, matérielle certes, mais aussi symbolique parce qu'apparemment quand il y a eu les attaques, il y a en fait, il y a eu très, 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 très peu aussi une des raisons pour lesquelles, ça a duré longtemps avant qu'on se rende compte de ce qui se passe, c'est qu'il y a presque personne qui s'est inquiété de la situation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'effondraient un peu partout, et en fait les Japonais entraient et sortaient du métro comme si de rien n'était, tu vois? Ouais. Occupés, ils vaquaient à leurs occupations et ils étaient dans leur truc, tu vois? Métro, boulot, et il y a eu, en fait, finalement, assez peu d'aides qui ont été données aux premières victimes, à part le personnel, hein, je veux dire du métro, Mmh. qui est intervenu parce que c'était leur boulot. Les autres, bah, ils passaient à côté des gens qui étaient en train de suffoquer, en train de mourir et il y a eu très, très peu d'entraide. Et ça, Mmh. apparemment, on en a beaucoup parlé et ça a été un petit peu un choc, en fait, pour la société, japonaise et ça a beaucoup marqué, tu vois? Le fait qu'il y a eu autant de victimes et qu'il y a eu si peu d'entraide, si peu de solidarité, en fait, sur le Ouais. coup. Enfin, voilà, moi, je vous cache pas que quand j'ai appris tout ça, j'étais sur le cul, mais vraiment, quoi, Ah non, mais tu m'étonnes, ouais. Bah là, mais moi, je suis sur le cul, là, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à dire des trucs. Ouais. mais ouais, incroyable, mais vrai, ouais, ouais, enfin bon. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet Merci à toi. enregistrement. Et beh, merci à Heu, toi, c'était un plaisir. Ben oui, mmh. toujours. Vous savez que vous êtes toujours les bienvenus, même si vous voulez parler encore de secte. Je vois Tiff qui nous a posté la photo de Stress Cher James Jones, qui a vraiment l'air d'être un gros Ouais, enculé sur la photo. C'est fou. exactement. C'est dingue, hein, comme quoi, des fois, ça se lit sur le visage des gens. Le Donc, le gourou bling bling avec les ouais, non, lunettes c'est clair, en c'est ça, De ouf, complètement. de ouf. Là, tu l'entends sur la photo, tu l'entends parler, vous verrez, quand tu auras les extraits, tu sais, c'est vraiment le pasteur, quoi, quand il Non, mais parle, j'ai déjà écouté parce que j'ai c'est monté ouf, hein. La l'épisode première, précédent ouais. et c'est dingue, hein. C'est Ça incroyable, fait hein. très, Ah, et faut tu que je le comprends pourquoi les réécoute. gens l'ont suivi parce que tu es là, Ouais, tu es presque là à faire
faire ah ouais putain ouais. Ouais, de Et ouf, de ouf. C'est C'est un terrorisant. prêcheur, quoi. Ah oui, c'est un Oui, bon oui. prêcheur. Mais Quoi. un très très bon prêcheur. Ah oui. Ouais, très très bon le gars. Enfin, ouais, moi ça me mettait mal à l'aise de voir à quel point je pouvais l'écouter longtemps, tu vois. Ouais, non, Des mais fois sans m'en rendre compte, tu vois, c'est et je un faisais don, merde. utilisé à mauvais escient, quoi. Exactement. Eh Donc, ben, ouais. écoute, il faudra que je réécoute ta chronique avec Ouais. l'audio. Eh bien, sache Ben que tu pourras l'écouter dès demain. Ah, Eh Ah. oui, eh oui, eh oui, parce que yes. c'est à ce point ric-rac en termes d'enregistrement. Donc, donc écoutez, merci à vous, chers Bah, auditeurs, merci à toi. également. Merci à vous, chers chroniqueurs. Vous êtes tous très sympathiques. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires. Si vous voulez plus d'épisodes sur des sectes et que vous voulez que Tiffany et Ben reviennent plus souvent, dites-le, criez-le, parce qu'on adore ça. On adore vous avoir tous les deux sur notre chaîne. Voilà. Bah, écoute, ça a été un plaisir, hein, comme Et toujours. puis il y a plein de sectes, il y a plein de trucs. Donc si vous avez aimé, plein de on trucs peut à en faire dire. plein. Yes. Ouais, carrément. Et ben, sur ça, on termine avec beaucoup de bonne humeur. Je propose qu'on s'applaudisse tous, histoire de Ouais. Wouh Ah. c'est yes, voilà. Bonne journée, bisous. Ouais, à bientôt, ciao. Alors, on fait les tests. Allez-y, parlez, racontez des trucs pour voir. Je sais pas quoi dire. J'ai pas dormi. Je sais plus comment je m'appelle. Ok, Ouais. et Ben, vas-y, tu sais comment tu t'appelles, toi? Oui, bah écoute, moi j'ai pas forcément dormi au mieux de ce qui était possible non plus, mais bon. Ok. Allez, bah écoutez, c'est bon pour moi, vous avez des bons niveaux de son, j'aime bien. Ah bah voilà. Les fidèles arrivent à Georgetown. Les fidèles, vivant à Georgetown reçoivent l'ordre de venger le temple, pardon. Le temple.